Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Jolie Andrés, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans le quartier des affaires, à La Défense. On va discuter des entreprises françaises à l'international, du positionnement de la France par rapport aux autres pays et aux autres continents. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Oui, écoute, merci de m'accueillir, ou c'est moi qui dois dire que je t'accueille dans ce quartier où je travaille maintenant depuis quelques années. Donc oui, Jolie Andrés, donc je travaille chez un grand groupe énergéticien, pour ne pas le nommer. Et donc je m'occupe entre autres de décarbonation. Okay. Je fais du lobbying et des relations institutionnelles. Et puis, à côté de ça, je suis une femme engagée. Je me définis surtout par mon engagement sur des sujets d'empowerment féminin, okay, sur des sujets aussi de la place de la femme dans ces grandes entreprises françaises. Je sais qu'on y reviendra, mais voilà, je suis engagée. Je suis auteure, je suis écrivaine, je suis conférencière aussi. Et puis, je suis tout fraîchement nommée comme conseillère auprès du commerce extérieur de la France. Je pense qu'on est tombé sur la bonne personne pour répondre aux questions, c'est parfait. Alors justement, dans les descriptions qui sont données, il est indiqué lobbyiste. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi lobbyiste? C'est vrai que le lobbying, c'est un bien grand mot. Alors, quelqu'un me disait encore, ça fait peur en fait comme expression. Alors, lobbyiste, c'est d'aller défendre les intérêts aussi, hein, c'est d'aller défendre les intérêts de l'entreprise dans des milieux décisionnaires. C'est porter le drapeau, porter la voix de l'entreprise, c'est rentrer dans ces univers-là. Et puis donc, dans mon cas particulier, c'est défendre les intérêts du groupe, faire évoluer aussi sur des sujets qui sont un petit peu novateurs, la décarbonation, l'hydrogène pour lequel j'ai eu l'occasion de le faire. Hein, c'est travailler ensemble à influencer le réglementaire, à influencer la place de l'entreprise pour que sur ces sujets novateurs, en fait, on ne soit pas en reste. D'accord, ok. Alors, moi j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur le positionnement de la France par rapport aux autres pays dans ses relations internationales, dans son commerce extérieur. Il y aurait des éléments que je pourrais mettre sur la table qui pourraient dire que la France n'est pas très compétitive et puis sur d'autres points elle le serait. J'aimerais avoir ton avis, j'aimerais avoir ton point de vue, j'aimerais que tu puisses nous parler un peu de ton expérience, nous dire où elle en est la France, est-ce qu'elle est à la traîne, est-ce qu'elle a des atouts, voilà. Alors oui, moi je commencerai déjà par dire que la France est un pays qui a énormément d'atouts. On a une présence internationale qui est très 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 forte hein, dans plein de secteurs d'activité. Alors on a le Made in France hein, qui est très reconnu aussi à l'international. On a l'industrie. Alors bon, je tempère un peu mes mots parce que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps des personnes qui sont pour la réindustrialisation de la France parce que sur ce domaine-là en particulier, on a pas mal j'ai envie de dire, céder un peu ce secteur-là, notamment à l'Asie, à la Chine. Donc c'est un sujet qui aujourd'hui, voilà, sur lequel beaucoup réfléchissent hein, pour voir comment on réindustrialise, c'est-à-dire comment on rapatrie hein, nos industries pour créer beaucoup plus d'emplois. Notamment dans cette crise liée au Covid, on s'est rendu compte qu'on était énormément dépendant de l'international parce qu'on avait tout rapatrié, on avait tout envoyé en Chine pour des questions de coûts. Un Doliprane en Inde, par exemple. Exactement, on s'est retrouvés là en rupture. Alors la petite anecdote, j'étais malade là, il n'y a pas très longtemps et j'en parlais à ma mère qui vit en Afrique et elle m'a dit « Ah, je peux t'envoyer des médicaments » parce qu'en fait, il y avait une rupture en national. Donc j'ai trouvé que c'était quand même un peu l'Afrique vient que l'Afrique venait en aide évidemment. De la France, en tout cas sur cette partie de médicaments. Alors évidemment, ce que je n'ai pas fait parce que je sais qu'en termes d'industrie pharmaceutique, on reste assez bien positionné. Mais en tout cas, tout cela pour dire que le fait d'avoir envoyé notre industrie, ça nous a fragilisés.
Et aujourd'hui, on essaye de revenir vers cette industrialisation parce qu'en fait, c'est critique, on en a besoin. On l'a vu aussi notamment avec la dépendance énergétique, avec la crise en Ukraine. Hein, ça nous a démontré une fois de plus que même la moutarde, enfin des sujets qu'on n'aurait jamais pu penser. Nous, on voyait moutarde de Dijon. Moi, j'étais persuadée que c'était à Dijon que c'était fabriqué. Et non, on a découvert que tout cela venait de l'Ukraine. Des champignons de Paris qui poussent en Pologne. Hein, voilà, vous voyez, donc tout un tas d'aberrations qui montrent quand même que, oui, certes, la France est une grande puissance, quatrième puissance économique, mais qui a eu tendance à être fragilisée par le fait d'avoir déporté une grande partie de son industrie. On le voit aussi dans le secteur de l'automobile. On est en train d'amorcer une transition énergétique vers les véhicules électriques. Et là aussi, on s'est rendu compte que on était dépendant de l'Asie, notamment sur les questions des batteries. Donc oui, on est fragile aujourd'hui, c'est une vraie fragilité et ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille aussi dans le cadre du commerce extérieur pour voir comment rapatrier, comment justement redonner en tout cas ce rayonnement économique à la France. J'entends, il y a beaucoup de sujets intéressants. Tu parlais du Made in France et je repensais à cette enseigne Shine qui propose des vêtements pas chers avec les tenants du prêt-à-porter français, du Made in France qui se battent pour expliquer qu'un t-shirt à 5 euros, ça pollue forcément, ça dure pas, mais en même temps ça marche excessivement bien et les gens y vont. Bon, c'est une question qui me venait, mais la question de la réindustrialisation m'interroge beaucoup dans ce que tu dis. Comment on rapatrie les entreprises, c'était la question que tu lançais, et je me demandais si il ne fallait pas nécessairement juste perdre de l'argent, que les entrepreneurs n'avaient pas envie de perdre d'argent, parce que finalement quand on fait en Chine ou en Inde, c'est parce que c'est moins cher, et que refaire ici, forcément ça coûte plus cher. Est-ce que le problème n'est que là en fait? Tu touches un point qui est central en fait, le coût du travail, le coût de la main d'œuvre, c'est un sujet qui est central. Alors je reviens juste sur Shine. Moi je suis vraiment pour le Made in France parce que déjà on a un artisanat qui est formidable. Alors certes on a un coût qui est élevé, mais finalement on se rend compte de quoi? C'est que la qualité a un coût. Hein. Et aujourd'hui, ce qui fait que les prix ne soient pas très compétitifs, c'est parce qu'on a un coût de main-d'œuvre, on a un taux horaire qui est extrêmement élevé. Quand on regarde, vous parliez de l'Inde, vous parliez de la Pologne, enfin vous parliez de ces pays, pour rester même au niveau de l'Europe, on n'est pas très compétitif, etc. Donc ça, c'était pour la partie Shine. Donc maintenant, sur comment effectivement réindustrialiser, il va falloir qu'on regarde la question du coût de travail, la question des impôts, hein, la question, moi je suis auprès des ETI, des patrons d'entreprises, des PME, qui donc ont énormément de difficultés, sont écrasés par la masse salariale. Donc oui, il y en a qui se retrouvent avec des carnets de commandes pleins, mais qui, quand ils voient ce que leur coûte la main-d'œuvre, sont un petit peu, j'ai envie de dire, freinés dans leur développement. Donc ça, ce sont des sujets effectivement qu'il faut regarder. Et concrètement, moi j'ai réfléchi un peu avec quelques entreprises, on regardait comment ne pas rapatrier déjà en Afrique francophone. Ça peut être une des pistes en fait, où là on a très peu de décalage horaire, on a un coût de main d'œuvre qui est moins cher. On a une culture francophone, donc une meilleure compréhension, ne fût-ce que dans la définition du cahier des charges, hein, la compréhension du cahier des charges, du besoin du client, etc. Après, certes, il y a des coûts de transport, certes, il y a des coûts de douane. Ce sont des choses à réfléchir, mais ça, ce sont des premières pistes qu'on peut mettre en œuvre. Donc le sujet reste bien entendu, je suis d'accord, le coût de la main-d'œuvre. Après, la question aussi qui peut se poser, enfin, il y en a plusieurs, mais il y a aussi le fait que quand on est habitué à acheter une quinzaine de t-shirts au lieu d'en acheter 2 ou 3, c'est difficile de revenir sur la question de la quantité et que les gens peuvent aussi avoir la sensation de perdre s'ils ont moins. Oui, et puis on est dans une génération où on veut consommer très très vite, on veut consommer rapidement. On sait qu'aujourd'hui, l'une des industries les plus polluantes, et ça c'est la casquette décarbonation, c'est l'industrie textile, hein, parce que on parlait de Shine, enfin moi j'ai jamais, personnellement, j'ai pas encore acheté cette marque, mais je suis frappée de voir les jeunes avec qui que j'encourage, que j'accompagne, qui disaient qu'en fait ça leur permet d'être à la mode, hein, et puis à moindre coût, et puis surtout on est dans la consommation. Et il ne faut pas oublier que beaucoup des étudiants qui vont chez Shine, on a pu le voir, ont pu faire la queue pour obtenir à manger gratuitement. Exactement. Donc c'est vrai qu'en même temps,
en se mettant à leur place, le t-shirt à 5 €, forcément, ça vient On peut remplir un comprendre, besoin, voilà, quoi. ça vient remplir un besoin, ça leur permet de rester à la mode, à moindre coût. Alors effectivement, il y en a qui sont engagés, qui sont sensibilisés sur ces questions de transition énergétique, mais après, c'est vrai que le revers, c'est que c'est des produits qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Et moi, j'ai vu aussi sur des sujets de santé publique, on a vu qu'il y avait tout un tas de maladies aussi qui venaient avec du textile parce que c'est pas forcément bien traité, c'est pas forcément de qualité. Donc voilà, moi je leur jette pas la pierre, je comprends qu'ils sont face aussi à leur réalité économique. On a vu à quel point ils ont été fragilisés vis-à-vis de la crise du Covid, mais après effectivement c'est de voir comment nous, notre industrie qui reste qualitative mais des fois très peu accessible, comment on peut trouver le juste milieu. Après, il y a une question de fond qui personnellement m'anime régulièrement, c'est de me dire, est-ce qu'il faut vraiment qu'on soit toujours au pied du mur pour réagir? Et ce qui me venait quand tu étais en train de discuter, tu répondais au début à ma question, c'était que finalement, j'ai l'impression que la France a une culture de l'investissement qui est moindre que par exemple les Américains. Et que finalement, on aurait peut-être un défaut de pilotage ou de prospective du pays. C'est une vision que j'ai, et que les entrepreneurs viendraient essayer de réveiller l'État français pour lui dire qu'il ne faut pas vivre dans l'instant, mais qu'il va falloir penser à 10, 15, 20, 30, 40 ans plus loin. C'est l'image que j'avais et je me suis demandé si ce n'était pas finalement un peu une de tes fonctions d'aller essayer de réveiller le gouvernement, l'État de différentes manières, en ayant un pied dans l'entreprise et en ayant aussi une connexion à la réalité internationale, puisque la France parfois est peut-être un peu trop centrée sur ses fonctionnements ou sur certaines bases un peu vieillissantes, quoi. J'ai vu aux infos il n'y a pas très longtemps donc un maire d'une ville, je ne sais plus laquelle, qui avait décidé d'entreprendre une longue marche de sa ville jusqu'à Paris. Alors je ne sais plus à combien de jours ça correspondait, mais c'était pourquoi il a fait cette marche, c'est parce qu'il voulait montrer, en tout cas, sensibiliser sur les lenteurs administratives de l'État. Parce que pour lui, voilà, pour reprendre un peu ce que tu disais, aujourd'hui, les process administratifs, tout est tellement lourd que ça met beaucoup plus de temps et du coup, ça ne favorise pas forcément comment on appelle, le changement. Et d'autre part, moi, je pense aussi que l'avantage, enfin, moi j'ai un profil qui reste d'abord d'entreprise, une femme d'entreprise. Donc en entreprise, on a une autre vision qu'au niveau du gouvernement, en tout cas de l'État. Oui, hein, et puis c'est plus facilement nos sous. Voilà. Exactement. Non. En entreprise, on est assez pragmatique. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais l'entreprise, elle, sa valeur, c'est de produire de la richesse. Donc on est très connecté à la réalité parce qu'il s'agit du business, il s'agit de produire. Et moi, dans mon ancienne vie, je me suis occupée des achats et je peux vous dire que voilà, on est au cœur de l'activité, on accompagne les projets, on a des budgets à gérer et donc voilà, on est très 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 connecté à la réalité. Donc je pense que c'est ça l'avantage. Enfin, je ne vais peut-être pas répondre directement à ton point, mais je pense que c'est la différence avec des profils comme les nôtres et je pense que c'est important si on veut que les choses évoluent dans la société, c'est de mixer ces profils parce que l'administration, ça reste des pouvoirs publics qui fixent des guidelines, des politiques. On a besoin d'avoir des cadres réglementaires et législatifs, mais en même temps, on a besoin que tout cela, finalement, travaille à créer de la richesse parce qu'on a besoin de plus d'emplois, on a besoin d'accompagnement. On parle des jeunes, moi je suis très sensible à la question des jeunes, leur donner des perspectives d'avenir sur le sujet des retraites. Par exemple, on se rend compte que on est dans un flou et avec la crise du Covid, ça n'a pas arrangé les choses. Donc le fait de mixer finalement ces profils, je pense que ça peut être un élément de réponse. Et puis souvent, ce que je me dis, c'est que les jeunes, quoi qu'on en dise, c'est eux qui paieront la retraite de ceux qui arrivent bientôt à la retraite. Donc, voilà. On le veuille ou non, il faudra bien que ça fonctionne. Bon, alors, si je ne me trompe pas, tu es né en Afrique. Exactement. Et tu t'occupes de commerce extérieur. J'aurais voulu avoir un peu ton point de vue sur où ça en est, la France et l'Afrique, puisque c'est un sujet qui revient cycliquement un petit peu sur le devant de la scène. Il semblerait que quand on s'éloigne de ce que nous disent les médias français et qu'on regarde le point de vue d'autres pays, on a un regard un peu différent que ce qu'on se raconte nous-mêmes en tant que Français. Donc voilà, je me dis que c'est le moment de te tendre le micro et de nous dire un peu
où on en est. Certains pays ont commencé à se poser la question, voire même ont enclenché la possibilité d'investir plutôt d'autres monnaies que le franc, de tourner le dos aux Français pour parler anglais. Il y aurait peut-être un désamour à certains endroits ou des déceptions. On parle un peu de sentiments finalement. Qu'est-ce que tu en penses alors? Où on en est? Peut-être avec des indicateurs assez objectifs, hein, je ne sais pas. Alors c'est marrant parce que moi je rentre fraîchement d'Afrique Alors l'Afrique n'est pas un pays non plus, hein. Ah non, c'est un continent. je suis d'accord. L'Afrique, c'est 54 pays et décomposé en sous-régions. Donc souvent, on a l'Afrique de l'Ouest, qui est la Côte d'Ivoire, enfin un certain nombre de pays. On a l'Afrique centrale, d'où moi je viens. Donc ce que tu disais était juste. Moi, je suis née à Libreville. On a l'Afrique du Sud et on a l'Afrique du Nord. Donc en général, on décompose l'Afrique en régions. Donc je suis d'accord, c'est 54 pays. C'est des cultures différentes, c'est des approches différentes. Dire qu'on comprend l'Afrique aujourd'hui, moi je trouve que des fois c'est ambitieux. Alors oui, moi je suis sur cette relation France-Afrique. Moi, une fois de plus, moi je vais t'apporter ma vision business, ma vision d'entreprise. Alors ma vision aussi de native africaine avec la double culture, et je pense que c'est ça qui fait la richesse. Moi je trouve des fois un peu dommage que nos entreprises françaises se passent un peu de cette force que sont des ressources qui sont des binationaux, parce que finalement, moi je suis certes née en Afrique, mais j'ai grandi et j'ai fait mes études en Europe, donc je suis aujourd'hui beaucoup plus imprégnée de la culture française même qu'africaine. Et il y a effectivement un gros changement, il y a un virage économique. L'Afrique, c'est l'endroit où il faut être pour les 10 prochaines années. L'Afrique, on l'a vu, elle s'est réinventée avec le Covid. On était persuadé que l'Afrique ne s'en sortirait pas avec le Covid, mais finalement, elle a déjoué les pronostics. Pourquoi? Parce que c'est un continent où majoritairement les gens vivent certes avec moins de 1 euro, 1 dollar par jour, mais ils sont énormément débrouillards et entrepreneurs. On parle de l'entrepreneuriat, enfin moi je vois les femmes entreprendre depuis la nuit des temps. Elles ont certes besoin d'être accompagnées, d'être structurées, mais il y a déjà le système D, comme on le dit, qui est mis en place. Dans les relations entre la France et l'Europe, je pense que l'Europe doit comprendre qu'elle ne peut plus adresser l'Afrique ou certains pays d'Afrique comme elle le faisait dans le passé. Il y a eu certes la colonisation, il y a eu certes toutes ces vagues d'expatriation, mais aujourd'hui, il y a des personnes comme moi qui sont formées, qui sont capées, qui sont même rentrées pour la plupart, qui dirigent nos nations. Certes, elles n'ont pas le même modèle de démocratie que l'Europe, hein, mais elle ne pourra pas avoir le même modèle parce que culturellement c'est différent. Ce qu'il faut, c'est effectivement qu'il y ait le respect des valeurs, les droits de l'homme, etc. Mais en même temps, on ne peut pas demander à l'Afrique d'être un mini-Europe, c'est pas possible. Elle a besoin de trouver son modèle, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle a une jeunesse aujourd'hui qui est un peu en désamour avec l'Europe, hein, qui avec le 21e siècle, avec les réseaux sociaux, mais en fait aujourd'hui est très courtisé par plusieurs cultures, des Turcs, des Asiatiques. Moi, j'ai jamais vu autant d'Asiatiques, et pour la petite anecdote, j'ai même vu des Asiatiques qui parlaient la langue que moi-même je ne parle pas. Donc c'est incroyable. Je l'ai entendu à plusieurs reprises, celle-ci. Exactement. Histoire, ça étonne beaucoup. Donc ils viennent pas en donneur de leçons, ils viennent, alors vous me direz, d'accord, ils arrivent avec leur façon de faire, etc., dont acte, mais en même temps, ils viennent vendre à la jeune génération un partenariat, ce que beaucoup appellent égal à égal, gagnant-gagnant. Moi, je parle plus d'un partenariat équitable, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des relations équitables. Mais même c'est là où je me dis que, il me semble d'entendre dans ton discours quelque chose qu'on peut tous se dire, à savoir que peut-être la culture asiatique est là pour que les choses fonctionnent et vient pour du business clairement, et que peut-être la France, quand tu parlais de modèle démocratique qu'elle pourrait questionner, viendrait peut-être aussi donner une leçon ou chercherait au-delà du business à entretenir d'autres types de relations. Parce que je suis quand même peiné en 2023 d'entendre toujours que la France pourrait se sentir encore colonisatrice quand elle se met à échanger avec l'Afrique. Je me dis encore.
Malheureusement, on retrouve encore quelques comportements comme ça. Alors, c'est pas forcément, pour moi, c'est pas la majorité, mais ce sont des choses qui doivent changer. J'ai pris le temps, quand je suis allée à Libreville, de rencontrer la communauté française, de discuter, de voir un peu comment ils étaient imprégnés. Ils sont très très bien, ils sont très très bien accueillis. Mais maintenant, comment ils réinventent ces relations sans, comme je le disais, apparaître comme des donneurs de leçons. Et c'est là où il y a tout un virage à prendre finalement. Comprendre les cultures, les us et les coutumes, s'approprier finalement de cette culture. Il y en a qui arrivent très très bien à le faire. On a une nouvelle génération qui vient, qui entreprend et qui passe par des... qui vont développer des projets personnels et qui arrivent complètement à se fondre dans la masse. Mais ce n'est pas toujours le cas de nos grandes entreprises. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet à réinventer. Alors, mais si on revient un peu sur la question, qu'en est-il du commerce finalement avec la France? Est-ce que on se tourne un peu vers l'Asie? On en a parlé un petit peu. En Afrique, on se tourne vers l'Asie. Vers la Russie aussi, l'Afrique se tourne beaucoup vers la Russie. Vous parliez de certains pays d'Afrique qui se tournent vers le Commonwealth. Ça a été le cas du Gabon qui a décidé d'intégrer le Commonwealth. Moi, je crois que là aussi, il y a des relations qui sont existantes et qui sont très très fortes parce que l'Afrique est majoritairement francophone et donc il y a une relation très très forte parce que le français est la langue des affaires et moi pour avoir discuté avec plein d'officiels africains, très sincèrement ils préfèrent discuter avec les Français et ils disent que les relations avec les Français sont carrées, sont structurées. Alors certes ils se positionnent souvent comme donneurs de leçons comme je disais, mais en même temps ils reconnaissent la qualité des infrastructures aussi que les Français ont pu mettre en place dans le cadre de ce partenariat. Donc pour moi, il y a un terreau qui est là, il y a une histoire aussi, il y a une histoire parce que la relation entre la France et l'Afrique, c'est pas que la décolonisation ni la colonisation, c'est aussi une relation économique qui dure et qui perdure. La France fait une grosse part de son chiffre d'affaires avec l'Afrique et l'Afrique vice-versa. Et ce sont des relations aujourd'hui que je crois, en tout cas de ce que j'ai pu entendre, les Africains n'ont pas envie en fait dans l'absolu de stopper ces relations. Ils ont juste envie d'être considérés d'une manière différente. Et donc peut-être on pourrait dire que certaines collaborations auraient été peut-être perdues par la France à cause de ça. Alors c'est peut-être ça le message. Des parts de marché qui ont été perdues parce qu'ils veulent donner leur chance aussi aux autres, comme ils disent. On va essayer avec les Chinois. Mais moi j'ai vu plein d'infrastructures dans le cadre de la coopération entre l'Asie et l'Afrique qui aujourd'hui ont été remises en cause, des contrats qui ont été remis en question. Aujourd'hui il y a la Russie aussi qui vient, il y a les Turcs qui viennent, il y a l'Inde qui vient, il y a les Indonésiens qui viennent. Enfin ils sont nombreux à venir courtiser. Donc aujourd'hui, l'Africain a le choix. Il n'est plus dans un contexte où on était dans une relation bilatérale. Le pouvoir s'inverse. Exactement, le pouvoir s'inverse. Ça va peut-être réveiller les Français finalement. J'espère en tout cas. Les réveiller et peut-être se questionner finalement sur la manière d'aborder cette relation. Ouais. Et contrairement, et c'est là où je voulais insister, contrairement à tous ces nouveaux conquistadors, conquérants, voilà, excusez-moi, je cherchais le mot, je suis un peu de l'africain français, contrairement à tous ces nouveaux conquérants, la France a cet avantage concurrentiel, c'est qu'elle a une connaissance historique, elle a la langue, elle a la monnaie, le franc, aujourd'hui la zone CFA est rattachée à l'euro, ce que n'ont pas les autres culture. Voilà. Donc elle ne part pas de zéro. Exactement. Bon, partons sur un troisième sujet qui te concerne également, la place de la femme. Alors, de mémoire, ton livre est sorti en 2022. C'est ça. Donc dans ce livre, tu parles de la place de la femme, notamment dans l'entreprise et sur l'espace médiatique. On en est où là aussi, là-dessus? Quelle est ton appréciation, peut-être ton diagnostic ou ton petit point de vue par rapport à ça? Parce que je sais qu'il y a de plus en plus d'associations qui se montent, il y a de plus en plus de femmes entrepreneuses qui ont plaisir à montrer que parfois elles étaient empêchées ou parfois elles s'étaient empêchées elles-mêmes d'avancer. Qu'est-ce que tu peux nous en dire où on en est aujourd'hui?
Alors oui, j'ai écrit donc ce livre qui s'appelle « Le pouvoir des femmes à influencer la sphère publique, mythe ou réalité ». Et c'est un livre qui est finalement la somme de nombreuses conférences que j'ai organisées et où j'ai demandé donc à chacune des femmes finalement de me donner sa vision de la place qu'elle pouvait avoir dans son domaine d'activité. Donc c'est très intéressant parce qu'on a une avocate, on a une femme des institutions internationales, on a une femme de la communication, on a même une philosophe qui nous donne un peu sa vision et moi aussi qui ai écrit sur la partie résilience. Donc c'est un sujet, moi je dis toujours que si on en parle, c'est qu'il y a besoin. Le jour où on n'en parlera pas, on n'en parlera plus, c'est que ce ne sera plus un sujet. Après, je sais que oui, il y a beaucoup de femmes qui disent, qui pensent qu'on ne leur donne pas leur place, c'est vrai, je ne dirais pas le contraire. Mais je pense que c'est à nous de prendre notre place. Et moi, ma vision, c'est plus de se dire, c'est à moi de prendre ma place. Alors, quelqu'un m'a dit, moi je suis femme noire, j'ai un triple handicap. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je me dis, je suis femme noire et voilà, je m'assieds dans un coin et je me tais? Je me dis non, j'ai une place à prendre, quelle est ma place? Et je prends ma place. Et je pense que lorsqu'on prend sa place, finalement on se rend compte que les hommes, pour ne pas les citer, nous laissent prendre notre place. Et c'est un travail pour moi d'inclusion. Ce n'est pas les femmes contre les hommes, c'est les femmes avec les hommes qui va faire que ces choses-là puissent évoluer. Oui, c'est un vrai sujet. Dans les entreprises, c'est encore un vrai sujet. Parce que déjà, nous, on s'autocensure. Il y a des chiffres qui disaient qu'une femme, lorsqu'elle doit postuler sur un poste, lorsqu'elle a 70% des compétences, elle va se dire il me manque les 30%. Alors qu'un homme, l'inverse, les 30%, il s'estime légitime. Les prétentions salariales sont moins élevées. Les prétentions salariales sont... Les études sont intéressantes là-dessus. Les hommes demandent beaucoup plus en fait d'emblée. Exactement, on s'autocensure et sans oublier qu'il y a aussi la maternité qui fait qu'à un moment donné, notre carrière peut être amenée à être impactée. Et il y a tout un tas de choses. Il y a des réunions tardives. Alors Dieu merci, il y a eu le Covid. Aujourd'hui, il y a Teams. Enfin, il y a les outils, l'IT qui fait que maintenant, entre le télétravail, on arrive finalement à être un peu plus présent, même après certaines heures, etc. Mais le message, tout ça pour dire que oui, la société doit encore énormément évoluer sur la question, mais c'est à nous les femmes de prendre notre place. Il y a un cadre légal aujourd'hui qui condamne les discriminations, les différentes formes de discrimination. L'État, parfait ou pas, met un certain nombre de choses en place, dont un ministre à l'égalité femmes-hommes. Maintenant, aujourd'hui, c'est à nous effectivement. Encore faut-il postuler. Encore faut-il postuler et ne pas s'auto-censurer. J'ai eu le cas pour cette émission Où va le monde, comme je le disais tout à l'heure, de beaucoup de femmes qui préfèrent céder la main à un homme qui serait a priori plus compétent et la plupart du temps, ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est pour ça que j'ai eu pas mal de femmes au départ et que je me suis un peu découragé à voir beaucoup de femmes qui m'ont dit il faut demander à monsieur, à monsieur, à monsieur, à monsieur, à monsieur. Alors finalement, la compétence était moins bonne parfois du côté de l'homme, mais il y a quelque chose où il faut pouvoir s'autoriser aussi à se montrer. Oui, et puis s'autoriser à avoir droit à l'erreur, parce qu'on n'est pas parfaite. Et je pense que si on attend de se dire qu'on sera parfaite, comme disait ce proverbe-là, la perfection n'est pas de ce monde, on tend. Les hommes se posent vraiment la question alors? Je pense pas. Je ne suis pas dans la tête d'un homme, mais j'ai pas l'impression qu'ils se posent la question. Je ne suis pas dans la tête d'une femme, alors comment on fait? En tout cas, nous, les femmes, on se pose la question. On se dit, non, c'est pas possible. Et moi, j'ai été surprise de ton invitation. Et pareil, je me suis dit, bon, allez, jolie, tu ne risques rien. Et puis voilà, et je suis là. Évidemment. Et encore une fois, merci d'avoir accepté. C'est vrai que je continue à me dire, je vais aller vers certaines femmes, ce sera bien, parce que ça permettra un petit peu de varier. Parfois j'ai du découragement, mais je me suis rendu compte que celles qui acceptaient, c'était comme mis un petit coup de pied aux fesses et c'était autorisé à parler et à peu se soucier de la honte qu'elle pourra avoir, de la culpabilité qu'elle pourra avoir, et qu'elle se dise bon, on y va. Voilà. Bien sûr. On va vers la dernière question. L'émission passe vite. Selon toi, où va le monde? Bonne question. Je pense que c'est une question que tout le monde se pose depuis cette histoire de confinement, depuis l'histoire du Covid, depuis l'Ukraine, etc. Je pense que tout le monde est amené à se poser la question. Et je viens vers tout le monde avec celle-ci, donc j'aimerais avoir ton point de vue.
On ne sait pas trop en fait où va le monde. On se pose la question où va le monde et moi-même je m'interroge et je pense que cette question-là renvoie plutôt au sens, quel est le sens qu'on a. Et on l'a vu avec le Covid, il y a eu plein de démissions, des personnes qui se sont posé la question du sens au travail. On a vu plein de personnes aussi, moi j'ai plein de personnes dans mon entourage qui ont quitté la région parisienne parce que pour elles ça faisait pas sens de faire le triptyque métro, boulot, dodo. Et puis, il y a eu la question aussi du rapatriement. Moi, je connais plein de personnes dans mon cercle qui m'ont dit « Jolie, tu es courageuse de rester à Paris. Nous, on n'en peut plus de se battre parce qu'on est différents. On préfère repartir dans nos pays d'origine où là, on n'a plus à se battre pour nos origines. » Donc oui, quand on voit toutes ces choses-là, on ne peut pas s'empêcher de se demander où va le monde et quel est le sens qu'on donne. Et moi, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à où va le monde. Je pense qu'il y a des changements qui sont en train d'arriver et je pense qu'on n'a pas fini de vivre encore d'autres changements. On a la question aussi du changement climatique qui aujourd'hui est une question qui nous touche particulièrement. Moi j'ai fait la fresque du climat il n'y a pas très longtemps, donc on est sensibilisé sur toutes ces questions. Le manque de l'eau qui n'était pas un sujet il y a quelques années et qui aujourd'hui nous impacte. La crise de l'énergie, des choses qu'on pensait être acquises comme essentielles qui finalement renvoient à la question des ressources, de la rareté des ressources dont on doit faire attention. Donc oui, où va le monde? Moi je pense qu'on doit trouver le sens qu'on veut donner dans ce qu'on fait, en tout cas pour moi dans mon travail, dans mes engagements, d'être aligné le plus possible avec mes valeurs. Finalement, quelles sont mes valeurs? En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai appréhendé cette question. Et puis, de profiter de ma famille, de mes enfants. Parce que finalement, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Se battre pour une carrière, oui, c'est important, mais ce n'est pas essentiel pour moi. Mon essentiel est ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais... C'est une très bonne réponse. Mon essentiel est ailleurs. C'est une très belle formule. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Jolie Andrés. Merci à toi.